Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou, qui permet chaque mois, parfois un petit peu plus, de faire la connaissance de spécialistes. Alors quand ils ne sont pas connus, ce n'est pas le cas ce soir, et puis de pouvoir échanger avec eux sur des domaines variés, l'histoire, la littérature, l'anthropologie ou, comme ce soir, l'archéologie. Donc nous avons grand plaisir à recevoir Christophe Sand, qui n'est pas un inconnu, puisque ça fait presque, maintenant, on va dire une trentaine d'années, peut-être un petit peu plus, d'ailleurs, qu'il exerce dans ce domaine. Donc il a acquis une certaine notoriété. Les conférences qu'il a pu faire ici auparavant, d'ailleurs, sont plutôt courues. Et du coup, je vous remercie d'être venu ce soir, puisque, comme vous le savez, ces conférences sont aussi captées par notre partenaire Calédonia. Et il arrive parfois que les gens préfèrent regarder plus tard ces conférences. Alors, je précise juste que, pour ma part, je considère qu'il est toujours plus intéressant d'être avec nous, et que, pour ce qui est de la version télé, les débats ne sont pas disponibles. Donc, vous manquez quelque chose. Voilà. Pour préciser, j'en ai juste parlé d'une petite, alors pourquoi petite d'ailleurs, d'une exposition qui se tient au Centre culturel actuellement dans l'allée centrale, qui correspond à des portraits de personnes de l'IRD. Et si vous êtes attentif, d'ailleurs au niveau de la médiathèque, vous pourrez voir celui de Christophe, qui est assez saisissant. Alors je dis saisissant parce que, alors il ne l'a pas ce soir et je trouve ça dommage, mais il est coiffé d'un chapeau qui lui donne un air d'Indiana Jones. Et vous verrez ce soir, à travers les clichés qu'il a ramenés, notamment de Micronésie, que d'abord ce chapeau correspond à la situation et qu'il fait un métier, je trouve, plutôt exceptionnel. Et je suis persuadé qu'en voyant les illustrations ce soir, peut-être que tu auras suscité quelques vocations, parce que si être archéologue, c'est aussi ça, alors ce n'est pas que ça, mais aller dans des contrées, voir des choses incroyables, monumentales, hein, pour reprendre le titre de la conférence, je signe demain pour une reconversion. Voilà, même si j'ai peut-être dépassé l'âge limite. En tout cas, je voulais juste préciser que cette conférence, donc je l'ai dit, est enregistrée. Elle sera disponible en audio très rapidement sur le nouveau site du Centre culturel Chibaou, centrechibaou.nc. Vous pouvez retrouver tout ce qui concerne les actions culturelles, en particulier celle de la médiathèque. Il y a désormais une chaîne YouTube où vous pourrez aussi retrouver au fur et à mesure les conférences que nous avons organisées, qui se monte maintenant à 200, 210 interventions sur tous les domaines depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Donc je vous incite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a évidemment, je fais un petit peu de publicité pour le département que je dirige, c'est le catalogue de la médiathèque qui permettra d'aller peut-être un peu plus loin dans le domaine de l'archéologie, et pas que, puisqu'il y a dans tous les supports des richesses assez importantes. Vous avez peut-être eu le temps de voir avant d'entrer en salle quelques échantillons concernant l'archéologie sur la table juste en face de Sissia. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je tenais quand même à remercier, je l'ai fait tout à l'heure en aparté, mais à le remercier publiquement de cette proposition de conférence, puisque c'est Christophe qui s'est proposé de traiter ce sujet, qui m'a tout de suite interpellé, pour ne pas dire passionné. Et j'espère qu'il en sera de même pour vous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le format, il y a évidemment, au terme de cette conférence, la possibilité d'échanger. On sera 2 dans la salle avec un micro de part et d'autre. Donc vous puissiez poser vos questions à Christophe Sand. Merci Christophe, merci à vous, public, de nous être fidèles. Et puis voilà, à tout à l'heure pour le fameux débat. Merci Manu. Messieurs, dames, bonsoir. Il y a un sujet que j'ai voulu extérioriser à la Calédonie. En ce moment, le pays c'est parose tous les jours. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de
de prendre l'air en se rappelant que cet espace océanique, divisé par les Européens en trois ensembles, Mélanésie, Polynésie, Micronésie, couvre un tiers de la superficie de la planète. Et donc, ce dont je vais vous parler ce soir, en fait, c'est comme si vous vouliez en même temps parler de Versailles, de Saint-Pétersbourg et puis des grands bâtiments de l'Inde au niveau des distances. Heureusement, on est dans quelque chose qui est avec un espace océanique qui relie d'une manière ou d'une autre ces différents thèmes qu'on va aborder ce soir. Et je me suis focalisé sur quelque chose qui est la monumentalité. Alors, il me semblait essentiel de commencer par donner une définition, la définition la plus simple possible de monumentalité. Ça va être tout ce qui est gros, grand, qui pèse lourd et qui est, si possible, très haut. Quand on parle de monumental dans le Pacifique, la première image qui vient toujours aux gens, ça va être celle-là, l'île de Pâques. Et donc, ce soir, je ne vais pas parler de l'île de Pâques. Je vais vous parler de tout le reste, ou d'une partie de tout le reste, que ce soit en Mélanésie un petit peu, que ce soit en Polynésie, que ce soit en Micronésie, une région du Pacifique Nord que finalement très peu de gens connaissent. C'est là-haut, par là-bas, mais voilà. Le sujet, c'est un sujet qui peut sembler être simplement archéologique, c'est-à-dire un sujet où c'est des ruines. Mais en fait, dans chacune des îles, le lieu, la structure, la plateforme, l'espace religieux ancien, il est lié à des gens, il est lié à des histoires, il est lié à des généalogies, il est lié à des croyances, et puis il est lié aussi partout à la manière dont les Océaniens perçoivent leur espace. Et cet espace, il est avec ce qui est visible, ce que vous allez voir ce soir, et puis il est avec tout ce qui, dans le Pacifique, est invisible, mais là, si on y fait attention, et puis de temps en temps, même si on n'y fait pas attention, cet invisible, il se manifeste. Et donc, pour commencer, pour que vous gardiez en mémoire jusqu'à la fin de ma présentation la réalité de cet invisible, je vais prendre l'exemple d'une petite île au Vanuatu qui s'appelle Vao. Cette petite île est connue depuis très longtemps par les Européens comme étant une île où vous avez des dolmens, des menhirs, des espaces avec des constructions monumentales dans des grands nasaras, des grands espaces qui en fait sont des espaces où, au fur et à mesure du temps, les gens, les hommes, passaient des grades. C'est comme passer des niveaux, avec des présentations de cochons, avec des présentations de monnaie, avec des présentations d'igname, de tarot. Et donc, l'année où je suis allé sur cette île, j'étais extrêmement excité à l'idée de pouvoir voir ces structures que j'avais vues que dans les livres et en photo. Et j'avais un lien coutumier avec cette île, donc j'avais fait toutes les coutumes qu'il fallait, etc. Et puis, on est monté au Nasara. J'étais avec mon appareil photo, j'ai pris des photos des différentes cases, etc. Et puis, au moment où on est rentré dans le Nasara, eh bien, j'ai regardé ces structures, puis mon appareil photo, il s'est arrêté. Et durant tout le temps où j'étais dans le Nasara, en fait, l'appareil photo ne voulait pas marcher.
Et puis au bout d'une demi-heure, à faire le tour, vous voyez que la photo n'est pas de moi, on est sorti du Gnassarin, on a fait 150 mètres, et puis mon appareil il a recommencé à marcher. Ce soir, un peu volontairement, je n'axerai pas mes présentations sur la Mélanésie insulaire. La Mélanésie insulaire est pleine de constructions mégalithiques, mais j'ai craint qu'elle ne soit pas assez visuelle pour emporter l'attention du public. Néanmoins, on va être un peu chauvin, on va commencer par nous, pour rappeler que sur l'île de Maré, vous avez des constructions mégalithiques qui sont parmi les plus anciennes inventoriées dans le Pacifique. Quand vous êtes sur le plateau, côté de la roche, vous avez des amoncellements de gros cailloux comme ça, et quand vous les nettoyez de leur déblai, eh bien, on finit par avoir ça. Des constructions avec des blocs qui font entre 500 kg et 1 à 2 tonnes, et qui ne sont en fait pas des bouts de mur, qui sont des véritables fortifications, des ensembles monumentaux. Ici, vous avez l'exemple du site de Nakudotit, vous avez l'échelle là-haut. Le mur en entier fait un peu plus de 500 mètres de longueur, entre 4 et 4,50 m de hauteur, 9 à 11 mètres de largeur. Et on a calculé que le volume de blocs de kacha, de corail qui avait été déplacé, tournait autour de 20 000 mètres cubes, avec le bloc le plus gros qui fait 2,40 m. 2,40 m, ça fait 5 tonnes. Malheureusement, je n'ai pas de pointeur. C'est le grand bloc que vous avez au milieu de cette photo. Si je vous le montre, c'est tout simplement pour que vous compreniez que les blocs qui sont tout en haut, ils font entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie chacun. Et vous avez ça avec des pierres plus petites vous multipliez 500 mètres par 2, ça fait 1 km. Toutes ces pierres, elles ne viennent pas de là. Elles viennent de carrières dans les falaises à 2-3 km de distance, c'est-à-dire que chacune de ces pierres a dû être traînée pour arriver sur le site, puis être érigée. Les gens qui travaillaient dans les carrières, les gens qui tiraient les cailloux, les gens qui montaient les pierres, ils n'avaient pas le temps en même temps d'aller à la pêche et d'aller cultiver. Donc ça veut dire qu'il y avait d'autres gens qui ne travaillaient pas sur le chantier de construction et qui, eux, préparaient la nourriture. Ce qui veut dire que la première chose qu'indiquent des structures comme ça, c'est que pour qu'elles existent, il faut beaucoup de monde. On en reparlera tout à l'heure. Quittons la Mélanésie pour partir vers le nord, en Micronésie occidentale. Sur l'île de Palau, vous avez des structures assez étonnantes. C'est des alignements comme ça de gros blocs qui font chacun une petite tonne au niveau du poids. Et vous les voyez en alignement. Quand vous vous déplacez vers les îles Mariannes, ces blocs sont avec au-dessus un chapiteau. Quand les Européens ont commencé à s'intéresser à ces structures, ils n'ont vu que des ruines, que des aménagements qui étaient des aménagements dont on ne savait pas l'utilité. Certains de ces colonnes sont de relative petite taille, mais d'autres ont un caractère monumental. Ici, vous avez une personne, là, juste pour vous donner l'échelle. Et en fait, ce que vous avez à travers toutes les îles Mariannes, c'est ces grands alignements en double rangée, systématiquement avec une colonne et un chapiteau, qui peuvent, pour certains, comme vous avez vu, faire 1,50 m de haut,
mais pour beaucoup d'entre eux, dépassent 2-3 mètres. Et sur l'île de Rota, vous avez une colonne qui dépasse 7 mètres de hauteur. Ça fait un bloc de 35 tonnes. Et sur ce bloc de 35 tonnes qu'il fallait déjà lever pour le mettre à la verticale, les gens en plus ils s'amusaient à remettre un chapiteau au-dessus. Et le chapiteau le plus gros qu'on connaisse, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, en bas ici à droite, il pesait à lui tout seul 18 tonnes. Alors vous allez me dire, ça fait très grec archaïque ce que je vous ai présenté. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ça. Les colonnades, c'était les piliers de maison. Vous vous doutez bien que quand vous avez érigé une maison sur un pilier qui lui-même fait déjà 5 mètres de haut, vous êtes plutôt en train de faire le coq. Et donc, votre réaction probablement première, ça va être de dire, ça c'est une construction pour un chef ou pour une maison commune, de l'élite, des gens importants. Eh bien non, c'est trop simple. Parce qu'en fait, dans les anciens villages où vous avez ces alignements, ces doubles alignements, eh bien vous n'avez pas que un seul double alignement. Parfois, dans certains villages, vous avez 10 ou 12 doubles alignements. C'est-à-dire qu'en même temps, vous aviez une dizaine de grandes maisons installées sur ces grands chapiteaux. Du coup, on est dans quelque chose qui, bien entendu, valorisait le prestige, mais avec un travail communautaire qui n'avait pas comme objectif uniquement de servir l'élite, mais qui finalement servait l'ensemble de la communauté et qui du coup faisait des villages où, même s'il y en avait qui habitaient plus haut que d'autres, le travail communautaire était quand même fait également pour les familles et les clans qui avaient un niveau plus bas dans la hiérarchie. Comme on est en train de parler d'habitat, eh bien on va traverser le Pacifique et on va aller au bout de la Polynésie, aux îles Marquises. Les îles Marquises, c'est des îles volcaniques relativement jeunes, avec des vallées très encaissées. Et du coup, eh bien, les premiers Polynésiens, quand ils sont arrivés, ils se sont retrouvés avec des espaces qui étaient relativement étroits pour les cultures agricoles, mais surtout remplis de caillasses. Et dans ces espaces, si on gardait les espaces les plus plats au milieu des vallées pour l'agriculture, il fallait bien construire les maisons et les habitats et les structures cérémonielles sur les côtés, c'est-à-dire en pente. Et donc aux îles Marquises, ce qu'ont fait les gens, c'est utiliser tous ces cailloux qu'il y avait dans les criques et qu'il y avait en surface pour en faire des plateformes. Au point où, quand vous rentrez dans les vallées marquisiennes aujourd'hui, en fait, tout l'espace est couvert de structures, que ce soit les towa pour les espaces religieux, cérémoniels et collectifs, que ce soit surtout pour l'habitat quotidien, les pai-pai. Comme aux Marquises, il ne fait jamais froid, on a des espaces d'habitat qui étaient des espaces d'habitat plutôt ouverts, qui étaient relativement petits devant une esplanade qui était l'endroit où les gens vivaient au quotidien. Le tout, puisqu'on est dans des espaces en pente, construit sur des grandes plateformes, et vous voyez ici ma collègue,
la taille de chacun de ces blocs fait entre 1,5 tonne et 2 tonnes. Et des plateformes comme ça, des pailles comme ça, vous en avez partout dans les vallées marquisiennes. Ce qui est intéressant, c'est que suivant les îles, suivant les vallées, les types de roches n'étaient pas les mêmes, et donc on peut faire une différenciation dans les modes de construction entre les différentes îles des Marquises, et l'indication qu'il y a une volonté délibérée d'utiliser que les blocs de basalte, parce qu'ils sont durs et qui tiennent le poids des blocs au-dessus d'eux, alors que le tuf, qui est une roche volcanique plus meuble, était utilisé pour faire des tikis, des grandes sculptures, qui sont en fait le pendant marquisien des moailles que vous avez à l'île de Pâques. Vous vous doutez bien que ces structures familiales pour l'habitat d'un groupe nucléaire a, dans certaines régions, été étendues à quelque chose de plus large et monumental au niveau d'un travail collectif pour des élites. Et je vais vous prendre 2 exemples. On revient dans le Pacifique central. À Samoa, vous avez toute une série de grandes plateformes construites à partir du Xe, XIe siècle, qui sont visiblement des plateformes pour les élites. Ces plateformes, ici vous avez sur l'île de Savaii la plateforme du poulet Melee. Cette structure, elle fait 65 mètres de long et elle fait 12 mètres de hauteur maximale. C'est-à-dire que là, vous passez à 35 000 mètres cubes de cailloux qui ont été déplacés. Cette structure, elle ne s'est pas construite en une fois. On a eu une première structure, puis 200 ans plus tard, une deuxième qui a été, la structure a été élargie et rehaussée avant d'arriver à la structure finale. Dans le même environnement géologique, vous avez sur l'île de Wallis un certain nombre de plateformes. Une des plateformes les plus anciennes qu'on connaisse est celle de la résidence du Calafia sur la côte ouest de Wallis, à Otulevé. Cette plateforme, elle fait 80 mètres de long, elle fait un peu plus de 3 mètres de hauteur maximale, et les fouilles archéologiques ont permis de démontrer qu'au départ, vous aviez en fait une structure qui faisait juste quelques dizaines de mètres de long, mais qui était extrêmement bien construite. Vous voyez la qualité du pavage et la qualité du mur qui avait été construit à l'époque. Et puis, cette première construction a été couverte par d'autres cailloux pour rehausser la plateforme. Probablement, la chefferie du Calafia voulait monter en élévation pour augmenter son prestige. Des structures comme ça, on en a toute une série à travers l'île de Wallis, mais tous les gens qui sont à Wallis ont normalement eu droit à la visite de la plus grande de ces structures, qui se trouve dans le sud. Elle s'appelle le Talier Tumu. Cette structure, elle fait 90 mètres de long sur à peu près une soixantaine de mètres de large. Ça veut dire, pour vous donner une idée, ça fait un terrain de football. Et du côté sud, elle descend, elle a une élévation d'à peu près 5 mètres. Cette structure, elle est connue dans les traditions orales comme étant une construction commandée par les Tongiens, les gens de l'archipel de Tonga, quand ils ont envahi Wallis au XVe siècle. En fait, les fouilles archéologiques ont démontré que quand les Tongiens sont arrivés, la plateforme existait déjà. Et cette structure est de toute évidence pas une structure d'habitat,
mais une structure de type cérémoniel, puisque vous avez un énorme espace plat sur le sommet de la structure qui correspond à un malae, c'est-à-dire une place cérémonielle. Au bout de cette place cérémonielle, vous avez ce que vous avez en bas à gauche, un énorme tertre, et vous remarquerez que ce tertre n'est pas allongé, c'est un tertre quasiment rond, de type des formes de cases qu'on a à Samoa et non pas à Tonga. Et donc, les cérémonies pour les élites de distribution de vivres, d'alignement, de récitation de généalogie se faisaient sur ce grand espace qui était environné de sépultures, de postes de garde, d'autres espaces cérémoniels. Et en fait, le Talietumu, malgré sa taille, ici en rouge, ce n'est qu'un petit élément d'un ensemble beaucoup plus large. Cet ensemble, c'est une fortification. Et en fait, à travers tout le Pacifique central, vous avez des ensembles fortifiés, certains remontant à plus de 1500 ans, indiquant qu'on a affaire de façon régulière dans l'histoire du Pacifique central à des périodes de tension très fortes. Rien que sur l'île de Wallis, il y en a une quinzaine. À Fidji, même sur les îles les plus petites, quand je dis des îles petites, c'est des îles qui font 2 km de long, vous avez des fortifications. Et dès que vous avez une île un petit peu plus grande, ce n'est pas une fortification que vous avez, c'est 4, 5, 6, 10 fortifications. Et quand je dis fortification, vous avez vu à la hauteur du mur là, 4,50 m. Pour vous donner une idée de la taille de ces structures fortifiées, je vais prendre un exemple de la petite île de Manono, à Samoa. Cette petite île, son sommet, on va revenir en arrière. Vous voyez, c'est une île avec un sommet qui monte à peu près 200 mètres de haut, donc ce n'est pas une île extrêmement montagneuse. Et en fait, tout le sommet de cette île, c'est un fort, une structure fortifiée, de quasiment 600 mètres de long sur 200 mètres de large. Et à partir de cette structure sommitale, en fait, vous aviez contrôle sur l'ensemble des pirogues et des déplacements de population qui se passaient entre la grande île d'Upolu et la grande île de Savaii. Vous voyez qu'à l'intérieur de cet ensemble fortifié, vous avez toute une série de structures qui sont pour certaines avec des murs imposants, pour d'autres extrêmement élevés. Ici, vous avez la structure centrale de la fortification qui fait plus de 6,50 m de hauteur sur 50 mètres de large. Mais ce qui est le plus impressionnant sur le Maunga, c'est les murs de fortification. Certains de ces murs font jusqu'à 9 mètres de hauteur. Ici, vous avez les collègues sur la plateforme. Sur la zone la moins naturellement fortifiée, afin de protéger l'accès à la fortification, à l'intérieur de la fortification, les gens, ils n'ont pas construit un mur, ils n'en ont pas construit 2, ils en ont construit 3, l'un après l'autre. Et pour vous donner une idée de la taille d'un de ces murs, ici vous avez une personne qui tient la mire, et le trait rouge en bas, c'est la base du mur. Quand je vous disais qu'on a des murs qui font jusqu'à 9 mètres de hauteur, ici vous avez mon collègue Jacques Bollet qui est
en bas du mur, et le sommet du mur, c'est le vieux qui est là-haut. En tout et pour tout, on a calculé que les gens, pour construire ces différentes structures et ces plateformes, uniquement sur cette petite île qui fait 2,5 km de long, ont déplacé probablement environ 60 000 mètres cubes de cailloux. Vous vous doutez bien que ça ne se fait pas si vous avez 200 habitants sur l'île. Mais ça ne se fait pas non plus si vous n'avez pas une hiérarchie, une structure sociale et politique qui va organiser, d'abord prendre la décision de fortifier ces espaces, ensuite organiser le travail collectif, parce que certains des cailloux que vous avez là, probablement les gens les ont remontés d'1 kilomètre en bas sur le bord de mer. Quand vous avez des cailloux qui font 80 ou 100 kilos et que vous devez remonter sur des pentes comme ça, je peux vous dire que ça ne devait pas être facile. Et puis surtout, il faut des tensions entre chefferies, qui sont bien racontées dans les traditions orales, pour qu'il y ait une nécessité de faire des aménagements qui soient des aménagements aussi monumentaux. Et quand on parle de hiérarchie, d'élite, une des régions, un des archipels où la hiérarchie politique est allée le plus haut, puisque les anthropologues parlent d'État archaïque, tellement on n'est plus à un niveau de chefferie ou de royauté, mais quasiment d'un État, c'est l'archipel de Tonga. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cet archipel était commandé par une élite d'origine divine, les Tui Tonga, qui avaient un contrôle sur la société à travers un certain nombre d'autres clans et d'autres niveaux de noblesse, qui permettaient un travail communautaire pour les élites. Et là, c'est véritablement pour les élites qui a été un des plus impressionnants dans le Pacifique. Regardez ça. Ici, vous êtes avec le Ha'amonga à Maui, construit vers 1450. Il fait un peu moins de 6 mètres de large. Les deux grands blocs font un peu plus de 2 mètres de large. Plus de 5 mètres de hauteur. Mais en fait, il faut que vous rajoutiez à ça 1,20 m sous le sol pour pouvoir faire tenir la structure. Et donc le calcul minimal qui a été fait au niveau du poids cumulé de ces 3 blocs, c'est à peu près 55 tonnes. Cette structure, c'est une structure construite, exigée par le Tui Tonga, afin de marquer le lien indéfectible entre lui, c'est le linteau d'en haut, et ses 2 fils, c'est le linteau de chaque côté. Cette structure avait également pour objectif de marquer une direction vers le nord qui était celle de l'empire maritime que les Tui Tonga, à force d'invasion des îles et des archipels plus au nord, avaient réussi à conquérir. Mais les Tui Tonga et les familles nobles ne se sont pas contentés juste d'une structure comme ça. À partir du XIVe siècle,
les élites exigent un travail collectif pour se faire construire des grandes sépultures, des grandes tombes. Ces grandes tombes, elles sont caractérisées, vous voyez, par des entourages de dalles, qui sont soit des entourages de dalles de corail fossile, soit des entourages de dalles de sable cimenté, qui étaient déplacés sur plusieurs kilomètres dans certains cas. Et à l'intérieur, vous aviez des caveaux funéraires, comme les caveaux d'aujourd'hui. Tout ce qu'il y a, c'est que ces caveaux, ils faisaient 3-4 mètres de large, parfois 1,50 m de hauteur, bien entendu, réalisés également avec des grandes dalles. Alors, je pourrais vous parler une demi-heure de ces languis, mais je vais juste vous donner l'idée de ce que ça représente comme folie. Si vous avez un de ces ensembles funéraires qui fait à peu près 60 mètres de long, et le noble a exigé que dans l'entourage, il y ait une dalle qui fait quasiment 10 mètres de long, 2,40 mètres de hauteur, et on a fait le calcul, ça fait à peu près 50 tonnes. Alors depuis tout à l'heure, je vous donne des poids, mais je me suis dit que, comme là, il y a un monolithe, c'était peut-être l'occasion de faire des comparaisons. 50 tonnes, c'est le poids des plus gros blocs que vous avez sur la structure de Stonehenge en Angleterre. Mais il y a mieux. Quand les Tu'i-Tonga ont déplacé vers le bord de mer leur capitale, le bord de mer qu'ils avaient, c'était un bord de mer avec plein de mangroves. Or, leur objectif, c'était d'aller envahir les îles plus au nord. Il leur fallait donc un accès à la mer qui soit un accès qui permette aux pirogues de beacher, et donc une nécessité d'avoir un sol qui soit un bord de mer avec un fond profond. Eh bien, qu'ont fait les Tu'i-Tonga? Ils ont exigé que la zone de mangrove soit remblayée. Et regardez l'échelle. Tout ce que vous avez en gris là, c'est du remblai. Vous imaginez, il n'y a pas de pelleteuse, il n'y a pas de caterpillar, tout ça c'est à la main. Et pour les Wallisiens qui sont dans la salle, là où il y a écrit Canoe Dock, Canoe Dock, c'est là que la grande pirogue Lomipeau est venue quand elle est arrivée de Wallis. Mais un des Tu'i-Tonga qui a réalisé ce remblai, il a profité du remblai pour se faire construire là-bas en J20 sa tombe, le Paepae Otelea. Voilà à quoi elle ressemble, cette tombe. Cette tombe, ce n'est pas des dalles. Cette tombe, c'est carrément des blocs qui ont été taillés dans le kacha, dans le corail fossile, en faisant un V pour les angles. On avait fait le calcul en voyant les structures qui sont hors du sol, qu'on était à peu près à 400-500 tonnes de cailloux déplacés. Jusqu'au jour où il y a une fouille qui a été réalisée au pied. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait encore 1,30 m de cailloux en dessous. Parce qu'en fait, les cailloux, ils ont été amenés sur la mangrove. Ils ont été déplacés par pirogue, installés dans l'eau, et le remblai est venu se mettre au-dessus. Et à l'époque,
à peu près 50 cm de profondeur. C'était là le niveau vers 1300 après Jésus-Christ. Le Tu'i Tonga avait fait répandre au sol une épaisseur comme ça de corail blanc, ce qui faisait que quand les pirogues arrivaient dans la baie, ils voyaient comme un énorme diamant blanc autour de cette tombe. Vous voyez qu'on est là dans une relation où, entre le politique, le social, le religieux, le symbolique, tout ça finit par être un petit peu mélangé. Si on a ce mélange en Polynésie occidentale, en fait, en Polynésie orientale, on a, à partir du premier peuplement, quelque chose qui est beaucoup plus clairement différencié. L'espace public du Malae, de la Polynésie occidentale, se transforme en Polynésie orientale en Marae, qui est un espace sacré. Et pour marquer cet espace sacré, on va avoir la construction d'un mur autour. L'espace de ce Marae le plus sacré, le plus tapu, il se trouve au bout. C'est le Ahu, c'est l'autel, c'est l'endroit où les dieux viennent se placer. C'est l'endroit où on met les effigies du dieu. J'ai mis cette photo pour vous montrer que certains Ahu sont de petite taille. Mais au fur et à mesure des siècles, les Ahu finissent par devenir gigantesques. Ici, vous avez des blocs qui font 3 mètres de haut. Histoire de faire compliqué, au lieu de faire juste un niveau, on fait 2 niveaux. Et c'est donc sans surprise que sur le Marae international de Taputapuatea, Arayatea, vous avez la structure centrale qui est avec un alignement de ces énormes dalles de corail. Et l'espace est de toute façon naturellement tellement sacré que vous voyez que le mur d'entourage du Marae a fini par disparaître. Certaines de ces grandes structures, c'est des structures qui sont construites au XVIIIe siècle. C'est des structures qui sont vues par James Cook. James Cook fait toute une description des rituels qui sont réalisés sur ces espaces en montrant combien on a une différenciation sociale extrêmement marquée et combien entre le profane et le religieux, sur des espaces comme les îles de la Société, vous avez réellement des différences extrêmement fortes. Alors j'aurais pu quasiment vous parler que de l'archipel de Hawaï, parce qu'en tant qu'archipel volcanique, en partie récent, eh bien, là aussi vous avez un nombre de structures qui sont le pendant du Marae. À Hawaï, ça s'appelle les Heiau. Mais si je vous parle de Hawaï, c'est parce que c'est là que vous avez une des structures les plus colossales du Pacifique. Cette plateforme, elle fait 170 mètres de longueur, elle fait 15 mètres de haut et elle a à minima un volume de 70 000 mètres cubes. Nécessairement,
quand vous avez des structures aussi gigantesques, ben vous avez besoin de main-d'œuvre. Pas seulement d'une élite, pas seulement de gens qui donnent des ordres, mais de milliers de personnes qui vont faire le travail. Et c'est sans surprise qu'au fur et à mesure où le travail archéologique avance à Hawaï, on a de décennie en décennie une augmentation de l'évaluation du nombre d'habitants qui existait à Hawaï lors du premier contact avec James Cook en 1778. Alors j'ai fait un peu le tour de la diversité des monuments qu'on trouve dans le Pacifique. Et donc je vais me focaliser en cette fin de présentation sur deux exemples qui sont pour moi parmi les plus originaux de notre région. Le premier, c'est sur l'île de Pohnpei, là où il y a le point rouge là-haut. C'est la ville de Nan Madol. Là, on passe à une monumentalité décuplée, démultipliée. En fait, ce que vous avez à Nan Madol, c'est la construction d'une ville sur le lagon. Quand les Européens ont commencé à redécouvrir ces ruines, au début du XIXe siècle, elles étaient totalement envahies par la végétation. Aujourd'hui, toute une partie de ces structures reste envahie par la végétation, mais là où on a du nettoyage, eh bien, on a ce type de mur, ce type de structure. Vous voyez qu'on a affaire à principalement des espèces de grandes colonnes basaltiques qui sont mises dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre, pour structurer les constructions. Voilà le plan de la ville de Nan Madol qui s'appuie sur cet îlot. Ça fait à peu près 1300 mètres de long sur 500 mètres de large. On a une petite centaine de plateformes construites sur l'eau. Et en fait, si vous regardez bien, vous avez une division ici. Parce que les traditions orales font clairement la part entre la partie au sud-ouest, qui était l'espace profane, c'est-à-dire l'espace où tout le monde avait le droit de venir, et puis la partie au nord-est, qui était la partie interdite aux gens qui n'étaient pas nobles et qui ne faisaient pas partie de l'élite, et en particulier de la royauté, pour de la grande chefferie, qui avait fait construire cette ville, qui s'appelait les Saudeleurs. Comme on est face à la mer, eh bien vous voyez que la ville, elle est d'une part entourée d'un mur de protection, on va y revenir, et que là où vous avez le plus de murs de protection, c'est autour de cette structure de Nandawas que vous allez voir tout à l'heure. Alors quand je dis mur de protection, ce n'est pas pour rire, la taille des cailloux. La zone la plus fragile de ce mur, là où les typhons et les cyclones viennent taper, c'est l'angle sud. Et dans cet angle sud, les gens ont accumulé 4 blocs qui font chacun entre 45 et 90 tonnes individuellement. Le caillou le plus haut, là, il fait 85 tonnes à lui tout seul. Il est posé à 7 mètres de hauteur. Il fait quasiment 2 mètres de haut. Et tout autour, ben vous avez des blocs un petit peu plus petits que ça, mais sur des dizaines de mètres
afin de protéger la cité. Par contre, à l'intérieur, les gens ont accumulé ces blocs, dans un sens, dans un autre, sur le fond du sable ou de la mangrove, afin de créer des plateformes qui soient hors des marées hautes. Ces blocs, qui ont des formes de polygones, ces formes de polygones sont bien entendu naturelles. C'est des formations volcaniques classiques que vous trouvez un peu partout à travers le monde. Mais pendant très longtemps, on a cru que ces blocs, on vous parle de dizaines de millions de blocs, ces blocs, ils venaient soit de l'île d'à côté, soit de la vallée un petit peu plus loin. Jusqu'à ce qu'il y a une dizaine d'années, on fasse des études physico-chimiques et qu'on se rende compte qu'en fait, la très grande majorité de ces blocs, ils viennent de l'autre côté de l'île. C'est-à-dire que chacun de ces blocs, quasiment, a été transporté, une fois arraché de la carrière à l'intérieur des terres, amené sur le bord de mer, a été mis sur des radeaux et a été navigué sur 20 à 30 km dans le lagon avant d'arriver sur le site. Est-ce que vous imaginez le travail collectif, le temps, l'énergie, le nombre de personnes que ça a pu représenter? Tout ça pour construire une ville qui était en fait une Venise du Pacifique. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient aller d'une plateforme à une autre que en pirogue. Toute la circulation se faisait sur l'eau. Aujourd'hui, toute une partie de ces canaux sont remplis de sable, sont remplis de terre, sont remplis de mangroves. Mais dans le temps, vous aviez une véritable ville, avec des maisons, avec des zones pour faire la cuisine, avec des espaces cérémoniels. Et ici, vous avez la reconstitution de l'espace public des Saudeler, qui, dans les années 60, a été complètement nettoyé de sa végétation, et c'est grâce à ça qu'on a ces photos en noir et blanc, où vous aviez des espaces qui étaient extrêmement compartimentés entre les espaces personnels de la famille des Saudeler, les espaces publics, les espaces où arrivaient les marchandises, les espaces où se faisaient les réceptions. Mais je vous ai dit tout à l'heure que cette ville a été divisée en deux, et dans la partie sacrée, vous avez le bâtiment le plus spectaculaire de Nan Madol, c'est l'ensemble funéraire de Nandawas. Alors pour vous donner une idée, comme ils avaient bien nettoyé, tous les ronds là, c'est un personnage. Nandawas, c'est une plateforme qui fait à peu près 80 mètres sur 60 mètres et qui a des murs qui vont jusqu'à 8 mètres et quelques de hauteur. Si vous rajoutez 8 mètres d'un côté et probablement 3 mètres de profondeur pour la plateforme en elle-même, vous avez en fait une accumulation de cailloux qui dépasse les 12 mètres. Les blocs qui ont été utilisés pour la construction sont des blocs qui, pour une grande partie d'entre eux, ont été choisis parce qu'ils étaient grands, gros. Et toute une partie des linteaux sont des linteaux qui font entre 5, 20 à 25 tonnes chacun. Ce n'est pas difficile de voir le nombre de blocs qu'il faut simplement pour faire un bout de mur. Je vous ai dit que cet ensemble est un ensemble funéraire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce premier mur, vous avez un deuxième mur, et tout au fond, là-bas, vous avez l'espace funéraire. Quand les Européens ont
pour la première fois découvert cette région, ce site. On est au début du XIXe siècle. La première chose qu'ils ont faite, c'est de rentrer dans les tombes et récupérer ce qu'ils pouvaient. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien, dans ces différentes tombes, ils ont trouvé énormément d'objets traditionnels, mais ils ont trouvé également des objets européens. L'archéologie, depuis, a démontré que cette ville, qui commence à être construite vers 1000 après Jésus-Christ, est abandonnée de façon très rapide entre 1600 et 1620 après Jésus-Christ. Abandon brutal. La tradition orale raconte que en fait, les Saoudoleurs étaient devenus tellement autocrates, tellement tyranniques, qu'un jour, ils ont fini par être renversés. Et en fait, les fouilles qu'on a réalisées ont démontré que l'abandon de la ville, si elle s'est faite rapidement, elle s'est faite dans une ville qui était encore parfaitement fonctionnelle. Et donc, une des hypothèses qui est avancée aujourd'hui pour l'abandon de cette ville, ça n'a en fait rien à voir avec la politique locale, mais ça a à voir avec ce qui a provoqué l'arrivée des Espagnols en Micronésie à partir de cette période. Parce qu'à partir de cette période, l'arrivée des Espagnols, leur installation, introduit un certain nombre de maladies, la grippe, la tuberculose, la rougeole, les oreillons, etc., qui ont un impact extrêmement virulent sur les populations locales et qui, en fait, à travers des épidémies, font s'effondrer la démographie et apportent une crise extrêmement forte dans les sociétés et un effondrement de toute une partie des hiérarchies anciennes. Je ne voudrais pas terminer sur cette histoire triste, et du coup on va terminer sur quelque chose qui est pour moi beaucoup plus joyeux. On est toujours dans la même région, un petit peu plus à l'ouest. C'est l'histoire de deux îles, Palau et Yap. À Palau, le sud de l'archipel de Palau, c'est des îles de karst, des îles coralliennes, des anciens récifs de corail surélevés. Et dans ces dédales et ces blocs de corail, les gens des îles Loyauté le savent bien, vous avez des formations de silice. C'est le corail qui s'est décomposé et qui s'est recristallisé. Et les gens de Yap venaient sur les Rock Islands du sud de Palau chercher ces gros blocs de silice et les tailler. Comment on le sait? Parce que certains de ces blocs n'ont jamais été terminés et on a encore les déchets de cette taille en cours. Mais l'objectif de la taille, c'était de créer des roues, qui en langue locale s'appellent des rails. Et donc une fois que ces roues avaient été sculptées, mais il fallait les amener des blocs coralliens, parfois sur plusieurs centaines de mètres, jusqu'en bord de mer, où malheureusement, à la dernière seconde, la roue cassait. Mais ce n'était pas amené sur le bord de mer pour amener sur une autre île de Palau, non. C'était pour embarquer ces roues sur des radeaux de bambou, tirés par des pirogues, pour faire
les presque 500 km de traversée entre Palau et l'île de Yap, dans une des mers les plus agitées du Pacifique. Vous pouvez vous imaginer que ceux qui arrivaient à faire la traversée, quand ils arrivaient à Yap, étaient particulièrement entourés de toutes les attentions, ramenaient avec eux une puissance symbolique, un mana extrêmement fort, et donc arrivaient avec ces richesses qui, du coup, étaient utilisées comme des monnaies. Et ces monnaies, elles étaient alignées sur les aires de danse, et ça faisait des banques de monnaie. Vous avez plusieurs dizaines de ces banques de monnaie à travers l'île de Yap. Certaines sont très bien entretenues, d'autres sont dans les brousses. Pour vous donner une idée de ce que ça représente comme densité, ici c'est le plan de Magnol, qui est la banque de Yap la plus importante. C'est les Rockefeller de Yap. Et vous voyez tous les points rouges correspondent chacune à un de ces rails. Mais vous aurez remarqué que ici en bas, vous avez une plateforme d'habitation et vous avez également des points rouges. Parce que bien entendu, c'est comme nous. Vous avez de l'argent à la banque et puis vous avez de l'argent aussi chez vous. Et donc, autour des maisons communes, autour des maisons de chefferie, vous avez également ces alignements de pierres-monnaies. Et ces pierres-monnaies, en fait, elles rentraient dans des échanges centrés sur l'île de Yap. Et ces échanges, ils ne concernaient pas uniquement Palau et Yap, ils concernaient également toutes les îles coralliennes plus à l'est, qui, elles, faisaient des échanges, vous voyez, avec des grandes huîtres perlières, avec des perles de coquillage. Et donc, on a un circuit sur quasiment 800 km d'échanges dont l'île de Yap était le cœur. Les fouilles archéologiques qui ont été réalisées ont montré que cette tradition est une tradition qui probablement a commencé vers le 15e, 16e siècle, mais que cette tradition, elle s'est développée à partir du 18e et du début du 19e siècle de façon très forte dans le cadre d'une société qui était une société véritablement avec une forme de mégalithisme très marqué. Vous voyez ici, vous avez un menhir là. Vous aurez remarqué sur les photos que vous avez des petits rails et puis vous en avez des grands et des très grands. La logique monétaire voudrait que plus c'est grand, plus ça a de la valeur. Et pourtant, non. Pour les gens à Yap, les monnaies les plus petites, celles qui sont les plus moches, celles qui ont l'air d'être les plus anciennes, sont celles qui ont le plus de valeur. Les très grosses monnaies n'ont quasiment pas de valeur. Et l'explication, c'est tout simplement que les très grosses monnaies, elles n'ont pas été amenées à Yap par des pirogues, elles ont été amenées à Yap par un Américain qui s'appelait M. O'Keefe, qui s'est installé à Yap dans les années 1860, qui faisait du copra, et au lieu de payer le copra, il s'est arrangé avec les chefferies de Yap, en ayant bien compris que c'était compliqué d'aller jusqu'à Palau, et il leur a passé un deal. Il leur a dit, vous me fournissez en copra,
Et moi, je vous mets à disposition ma goélette pour aller de façon beaucoup plus tranquille jusqu'à Yap, jusqu'à Palau. Et à Palau, vous embarquez vos rails sur ma goélette. Du coup, entre ça et les outils en métal, eh ben, il y a eu inflation. Malheureusement, sur les petits radeaux en bambou, il y avait une limite qui ne pouvait pas être dépassée. Mais là, sur la goélette, ben, il n'y avait plus de limite. Résultat, ben, il y a eu concurrence avec des pierres qui ont commencé à faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis jusqu'à des pierres énormes que vous aviez tout à l'heure. Résultat, toute une partie des pierres que vous avez vues, eh bien, elles sont liées pas à une tradition d'avant les Européens, mais elles sont le lien entre les groupes océaniens et l'arrivée des Européens dans le Pacifique. Mais le fait que ce processus se soit maintenu, malgré la chute de population, malgré les crises, fait qu'aujourd'hui, l'île de Yap, c'est une des dernières îles dans le monde où on peut considérer que la société soit une société avec une tradition mégalithique. Aujourd'hui, quand il y a un magasin qui est ouvert pour la première fois, eh ben, on va venir mettre devant le magasin une pierre-monnaie. Quand vous avez une nouvelle maison qui est construite, eh ben, la famille, elle va venir amener une pierre-monnaie. Quand vous avez un grand événement, nous, on va faire une monnaie kanak, on va faire des tissus. Et ben là, ils prennent une monnaie et puis ils arrivent avec. Et vous voyez que ce processus de continuité, la monnaie étant quelque chose qui parle à tout le monde dans le Pacifique, ben prend là un caractère qui est un caractère véritablement monumental. Je suis arrivé à la fin de ce que je voulais vous dire ce soir. Vous aurez remarqué qu'on peut parler de monumentalité dans le Pacifique sans avoir nécessairement besoin de parler de l'île de Pâques. Mais j'aurais pu en rajouter. J'aurais pu vous parler des grands barrages que les gens de Yaté à Toaourou construisaient dans le temps pour dévier les rivières, pour assécher les bords de mer. J'aurais pu vous parler à travers le Pacifique des pièges à poissons qui, sur l'île de Hawaï, sont devenus plus que des pièges à poissons, puisque c'était des vraies fermes où on entretenait du poisson ou des tortues. Si on y réfléchit bien, quand vous avez 1000 ou 1500 hectares de terrasses de taraudières avec des canalisations d'eau sur plusieurs kilomètres qui sont passées creusées dans la pierre bleue, ça a quelque chose de monumental aussi. De même que sur l'île de Palau, quand les gens ils ont décapité les collines afin de faire des énormes fossés pour pouvoir y planter leurs tarots, ou quand les gens du fin fond des vallées de Tahiti, pour pouvoir retenir la terre, faisaient des terrasses sur des kilomètres et des kilomètres. Et du coup, eh bien, les Océaniens, ce n'est pas uniquement des constructeurs de pirogues. Même s'ils faisaient des pirogues gigantesques. Et on a, à travers l'histoire du Pacifique, aussi bien du végétal, avec des constructions qui, elles-mêmes, sont parfois exceptionnelles, mais on a également de la construction en dur, même si ce n'est pas ça le plus souvent qu'on retient du Pacifique. Pourtant, pour les Océaniens, eux, la continuité, elle est là. Vous avez eu des changements de dynastie à Tonga,
Mais Tonga reste un royaume, et la dynastie actuelle se fait construire des grands tombeaux qui sont au niveau du plan les mêmes que les Langui qui étaient construits il y a 500 ans par leurs ancêtres. Dans d'autres endroits, on a arrêté de faire des très grandes plateformes et des très grands murs, mais on a remplacé ça par d'autres constructions et on est toujours aussi bon pour faire ça. Et puis l'histoire, c'est des ruptures, mais c'est aussi des continuités. Et j'aime beaucoup cette photo de l'église Saint-Joseph, où vous avez le Christ au milieu, et puis vous avez les gens des petites îles qui amènent de la poterie et des nattes fines, et puis les gens de Yap qui amènent les plans de navigation et puis le rail. Et vous aurez remarqué qu'au pied de cette église, eh bien, vous avez des pierres-monnaies. Parce que le jour de son inauguration, les clans et les familles sont venus, et même si c'est une église catholique, ils ont fait le rituel. Au fur et à mesure des photos, vous aurez remarqué que toute une partie des structures que je vous ai montrées, elles sont très proches du bord de mer. Et du coup, avec le changement climatique, il y a aujourd'hui une vraie réalité, un danger imminent pour une partie de ce que je vous ai montré. Ici, vous êtes à Nan Madol. Le collègue, là, il est sur une plateforme. On est en marée d'équinoxe. La plateforme, aujourd'hui, elle est sous l'eau. Si vous avez, dans les décennies qui viennent, une augmentation du niveau de la mer telle qu'elle nous est prévue, eh bien, Nandawas sera sous l'eau, de la même manière que la plateforme qui est à côté est déjà sous l'eau. Et il se passera la même chose pour le marae de Tapu Tapu Atea, au fur et à mesure où l'eau va monter. Aujourd'hui, contrairement à il y a 40 ans, toute une partie de l'avenir de ces structures, de la préservation du patrimoine est entre les mains des Océaniens. Partout dans les îles, vous avez des gens locaux qui ont été formés et qui aujourd'hui font le travail d'inventaire, d'études, de protection, également de restauration, également de mise en valeur, avec une volonté de sortir de la vision ancienne qui faisait que tout ce que je vous ai montré là c'était de la période des temps noirs, des temps d'avant la christianisation. Aujourd'hui, ce sentiment que ces sites, c'est des sites mauvais, a disparu. Aujourd'hui, les gens ils se tournent vers ces sites avec la fierté du travail réalisé par leurs ancêtres. Bon, vous aurez compris que, comme l'a dit Manu tout à l'heure en introduction, parfois on a vraiment l'impression de jouer les Indiana Jones. Et je ne sais pas si j'ai réussi à faire passer ce soir l'excitation que ça peut être de se balader dans la jungle, d'essayer de faire des plans et de retrouver des structures. Mais un travail comme ça ne se fait jamais tout seul. Et donc, en conclusion, je voudrais rendre hommage à mes 3 compères. Il y en a un qui est dans la salle. John Wecho, Jacques Bollet, David Barré. Puis là, il y a un vieux de Samoa qui représente tous les gens avec qui on a travaillé pendant toutes ces années un peu partout à travers le Pacifique. Parce qu'en fait, quand il y a des étrangers qui arrivent et qui s'intéressent à ces structures, eh bien, on travaille avec les vieux, on demande les autorisations, on demande des informations. Et nécessairement, toujours,
à un moment donné, les vieux, ils commencent à parler entre eux, en langue. Bien entendu, nous, on ne comprend pas. Mais quand les vieux, ils parlent, les jeunes, ils viennent. Et du coup, le fait qu'il y ait des étrangers qui s'intéressent permet d'être une forme de catalyseur involontaire de la transmission de l'information, des histoires, de l'importance des généalogies. Parce que voilà, des gens comme moi, on n'est pas loin de la retraite. Et ce que je vous ai montré, ça a besoin des jeunes pour perdurer sur le siècle qui vient. Je vous remercie.